Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Fabien Amias, vous recevez l'ancien ministre de l'économie, aujourd'hui patron d'Atos, Thierry Breton. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Vous voyagez beaucoup, donc je vais vous résumer ce que dit la presse depuis quelques jours. La croissance repart, l'optimisme est de retour, les comptes de l'assurance chômage s'améliorent. Finalement, François Hollande, il a eu raison avant tout le monde, en disant il y a un an, ça va mieux. Oui, c'est vrai, ça va mieux. Ça va mieux. Les perspectives pour le chômage cette année sont à 9,4% contre 10% l'année dernière. Les perspectives de croissance ont été réévaluées il y a 2 jours à peine pour passer de 1,5 à 1,6% cette année. On sent évidemment un climat de confiance assez net en France, mais aussi en Europe. Et donc, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un sentiment assez fortement marqué chez les chefs d'entreprise et les acteurs économiques que les choses vont mieux. On va rentrer dans le détail de ces données économiques et voir ce qu'elles disent réellement de l'état de notre pays. Mais hier, vous parlez de l'Europe, hier au sommet de Bruxelles, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 8h, Emmanuel Macron était au centre de toutes les attentions. Il paraît que les chefs d'État font des selfies avec lui. Angela Merkel le couvre de toutes ces attentions. Est-ce qu'à l'image de l'Allemagne, est-ce qu'à l'image de l'Europe, vous constatez, vous qui voyagez partout dans le monde, qu'on se remet à croire en la France après s'être apitoyé sur notre pauvre sort depuis des années? Incontestablement, l'image de la France a changé, j'allais presque dire, du tout au tout, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est vrai que beaucoup d'observateurs étrangers, en particulier les journaux anglo-saxons, attendaient, certains peut-être, je vais peut-être oser espérer, d'avoir une vague populiste déferler également sur l'Europe continentale et en particulier sur la France. Après évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis et en Grande-Bretagne avec le Brexit. Eh bien tel n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas en Autriche, ça n'a pas été le cas aux Pays-Bas, ça n'a pas été le cas en Allemagne avec l'explosion de le parti d'extrême droite AfD, et ça n'a pas été le cas évidemment en France où 66% de nos concitoyens ont voté pour l'euro, ont voté pour l'Europe, ont voté pour la mondialisation, ont voté pour une immigration choisie, ont voté en fait pour le monde libre. Et ça, évidemment, c'est vu comme un formidable espoir aujourd'hui dans le monde. Et finalement, on se remet peut-être à croire en la France. Tiens, je lisais pour l'anecdote que le designer de l'iPhone, celui qui a vraiment créé, en tout cas le concept de cet objet pour Apple, il était présent cette semaine au salon Vivatech à Paris. C'est tout un symbole. Il choisit de s'installer, de vivre dans la capitale. Est-ce que d'ailleurs, au-delà de ce qui peut être peut-être une anecdote, la capacité d'innovation retrouvée de la capitale est réelle et que Paris est peut-être en train de supplanter Londres en Europe aujourd'hui? Alors, il faut être honnête. On n'a pas attendu Emmanuel Macron pour être des bons ingénieurs et des innovateurs en France. Mais c'est vrai qu'on a réussi à préserver cette capacité formidable de créer des entreprises, des jeunes pousses, comme on dit, de développer des nouveaux produits et services. Et alors évidemment, si les promesses, et c'est là où il faut en revenir aujourd'hui, si les promesses sont tenues, c'est vrai que la France va redevenir un territoire d'accueil, mais on sait qu'il va falloir faire les réformes du droit du travail, de la fiscalité. Je vais y revenir tout à l'heure. On va en parler de ces réformes, mais vous dites, il faut être honnête, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour innover, inventer. Vous parliez tout à l'heure, Thierry Breton, des chiffres de notre économie qu'on égrène depuis quelques jours avec Axel de Tarlé, le chômage à 9,4 cette année contre 10 l'année dernière, la croissance. On est quand même inférieur à la zone euro. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas Byzance non plus. Ah mais non. Est-ce que les lunettes Macron nous font pas voir un peu trop la vie en rose? Non, mais il faut vraiment dire que l'image de la France, je le redis, a changé du tout au tout. Il faut vraiment s'en féliciter parce que la confiance revient et sans confiance, il n'y a pas de croissance. Donc, c'est très important. Ceci dit, moi je vais vous dire les choses comme je les vois. On a perdu 10 ans en France. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le quinquennat de François Hollande, c'est pratiquement 1000 milliards de dettes en plus. On a doublé la dette de la France depuis 2007 pour rien. C'est exact. Et ça, c'est absolument catastrophique et ça nous met à risque. Un diagnostic très sombre qu'avait d'ailleurs émis pendant la campagne un grand patron également comme vous, Denis Kessler, qui disait la France a décroché par rapport à ses principaux Emmanuel partenaires. Macron aussi l'a dit. La situation et il avait raison. Est très grave. Mais alors, derrière tout cela, vous parlez du décrochage de la France.
La semaine prochaine, il y a un rendez-vous important. La Cour des comptes remettra son audit au gouvernement. On saura réellement quelle est la réalité des prix et quelle est exactement la réalité des comptes en France. Il y a un déficit qui sera sans doute plus élevé que prévu. En tout cas, plus élevé que les 2,8 qui avaient été annoncés par le précédent gouvernement. Avec une dette, et je sais que ce sujet vous est cher, une dette qui sera donc plombée encore. On est déjà à 2000 milliards et 147 millions d'euros de dette. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, et là la question elle est claire, est-ce qu'il faut viser la réduction des déficits à tout prix et donc engager de nouvelles économies, ou aller se dire on laisse un petit peu filer pour pas casser l'embryon de reprise qui est devant nous? Bon, alors là, il faut être extrêmement clair ce matin. Systématiquement, quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a commencé à dire « je ne tiendrai pas les objectifs de la France en matière de déficit ». Ça a plombé son quinquennat, on a vu les conséquences. Quand François Hollande est arrivé, il a dit « je ne tiendrai pas les perspectives de croissance et de déficit de la France ». Ça a plombé son quinquennat, on a vu ce qui est arrivé. Moi, j'ai voté, et vous le savez, pour Emmanuel Macron, oui, pour différentes, sur Europe 1. y compris avant le premier tour, pour différentes raisons. D'abord parce que j'ai estimé que c'était ce dont la France avait besoin, mais aussi parce que c'est le seul qui a tenu un discours extrêmement clair, à la fois européen et en matière de maîtrise des déficits. Il a indiqué très clairement que cette année on serait à moins 3%, l'année prochaine à moins 2,8%, en 2019 à moins 2017 et à la fin de son mandat à moins 1%. Alors, il faut être très clair. Je sais très bien que quand on fait des audits, c'est généralement pour dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute des prédécesseurs. Ça a marché comme ça depuis 10 ans. C'est l'heure de vérité pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a donné une très bonne interview hier dans différents journaux du matin. Il a rappelé, et je cite, « Les pays d'Europe qui ne respectent pas les règles doivent en tirer toutes les conséquences politiques. Si la France, si au mois d'août, le premier acte politique du gouvernement est de dire « je ne respecte pas les règles parce que c'est pas de ma faute, c'est celle des prédécesseurs », je vous le dis comme je pense, le quinquennat est mort. Donc l'heure de vérité, elle est maintenant. Je sais bien qu'à Bercy, que tout le monde va dire « j'ai connu ça ». Ah, vous savez, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président, c'est difficile, on ne va pas y arriver. Il faut résister. Il faut tenir l'engagement qu'il a pris devant les Français. Il faut que Bercy et ses deux ministres tiennent l'engagement. Ce sera difficile, mais c'est la crédibilité de la France. Et la France sera forte en Europe. Non pas parce que on fait des déclarations, mais parce qu'on tient ses engagements. Vous lancez un avertissement fort. Hein, non, c'est pas un avertissement. Bon, c'est tout simplement, je ne me permettrai pas. Non, je sais uniquement par expérience qu'on compte à Bruxelles, on compte à l'Eurogroupe, on compte à l'Ecofin si on tient ses engagements. Et quand on engage la France, quand on envoie en avril 2017, ça a été le gouvernement précédent, et M. Sapin et M. Eckert, les prévisions de la France, qui étaient à moins de 8 en 2017, à moins de 3 l'année prochaine. Elles ne sont pas tenues. Mais c'est les engagements de la France. Oui. Non, je suis désolé, Fabien Lavasson, on ne peut pas dire ça. Ce sont les engagements de la France. En tout cas, la réalité des comptes aujourd'hui montre... C'est la signature de la France dont il s'agit. Et aujourd'hui, on change de politique, on change de façon de faire la politique. On ne peut plus tolérer ça. Alors, faute de quoi c'est la crédibilité de la France qui, une fois de plus, va être entendu là-dessus. Mais alors, on va péril. être très concret. Parce que si jamais on veut maintenir cet objectif, il va falloir faire des choix. Oui, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Oui, c'est ça la politique. Au club. Mais Oui, alors ça veut dire renoncer aussi à certaines promesses. Par exemple, celles visant les ménages, comme la suppression de la taxe d'habitation, ou les entreprises. Mais en tout cas, il faut renoncer à certaines promesses de campagne. Je dirais deux choses. D'abord, les promesses ont été assez faibles. Et il avait raison du reste. Il n'est pas rentré trop dans le détail. Il est rentré uniquement dans le détail des engagements de la France. Et c'est pour ça que je les rappelle. Pour le reste, évidemment, c'est comme d'habitude. Il va falloir faire des choix. Mais c'est ça la politique. Et si on veut pas faire de politique, on n'en fait pas. Mais quand on en fait, il faut effectivement faire des choix. Mais je dis que ce qui est primordial, c'est l'engagement de la France. Parmi les choix à faire, et ce sera aussi un sujet la semaine prochaine, qui sera d'ailleurs examiné en Conseil des ministres, le projet de loi d'habilitation pour les ordonnances, c'est la réforme du Code du travail. Oui. Vous êtes un ancien ministre de l'économie, certes, mais vous êtes un patron actuellement, un patron d'une grosse boîte, Atos. Le chef d'entreprise que vous êtes, pense-t-il que cette réforme annoncée va assez loin? Oui, alors, je crois qu'elle est très bien engagée, il faut la mener. Bien entendu, il va falloir la faire dans la concertation, et je crois que ce qui est prévu par la ministre du Travail. Mais je dirais que aujourd'hui, on est à la veille, effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure implicitement, d'un retour de l'investissement en France dont on sait qu'il sera lui qui sera le porteur de la croissance. Je le vois aujourd'hui. Il y a de l'attentisme. On pourrait aller beaucoup plus loin en matière d'investissement, aussi bien des acteurs économiques des entreprises françaises, mais aussi étrangères. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est vrai.
la réforme annoncée du droit du travail, on sait qu'elle portera ses fruits dans 2, 3, 4 ans, mais c'est très bien, il faut la faire. Mais il y a autre chose, la réforme fiscale. Aujourd'hui, on a besoin, et je le dis très clairement, il faut le faire vite, et c'est pas très compliqué à faire, d'avoir de la lisibilité fiscale. Est-ce que finalement la CSG qui va être augmentée va s'appliquer également sur les produits financiers? À quel niveau? Est-ce que finalement on va avoir un plafonnement à 30%, comme c'est annoncé, de fiscalité, tout compris sur les produits financiers? C'est très important pour les investisseurs. S'ils n'ont pas cette visibilité, ils ne viendront pas. Donc là aussi, il y a une urgence à le faire. Je pense que c'est pas très difficile et politiquement, ce sera acceptable. J'espère que ça fera partie effectivement du premier chantier que l'Assemblée aura traité avant la mi-août. Question très rapide malheureusement parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites montre que les comptes ne seront pas équilibrés au mieux avant 2040 et encore. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi prendre son courage à deux mains et dire allez, on repousse l'âge de départ à la retraite, ce que le président de la République n'a pas fait pour le moment? Et c'est certainement quelque chose qu'il faudra faire. Je sais qu'il l'a peut-être en tête. Mais là encore, je le dis, non aux audits qu'on découvre un mois après avoir été élu. Ça, c'est de la vieille politique. Thierry Breton, vous avez été à Bercy, ministre de l'économie. Aujourd'hui, il y a deux patrons du ministère, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Ils n'ont aucune expérience en la matière économique. Ça, c'est plutôt un mauvais signal envoyé par Emmanuel Macron. Ou alors ça veut dire que tout se passera à l'Élysée, puis comme ça au moins les choses sont claires. Je crois que ce qui est très clair, c'est que le président de la République l'a expliqué à tout le monde. Il veut que son gouvernement soit aligné, ce qui est une bonne chose. Moi, à titre personnel, il y a une chose que je regrette, c'est que Bercy ne soit pas sous la responsabilité d'une seule et même personne. Bercy est un très grand ministère, mais il faut pouvoir tenir entre ses mains toutes les manettes pour pouvoir mener une bonne politique. Quand il y a deux ministres, souvent, on le sait, la nature humaine reprend le dessus et les conflits sont souvent nuisibles. J'espère que ce ne sera pas le cas avec ce tandem. Et maintenant, il y en a même un troisième d'ailleurs, Benjamin Griveaux, qui lui a une petite expérience en la matière économique quand même. Merci beaucoup Thierry Breton. Merci messieurs, Fabien Damias, on vous retrouve dimanche pour le grand rendez-vous.